Bonjour à tous. Je suis très, très heureux d'être ici. C'est ma première fois que j'assiste à ces journées. Très intéressant. Voilà, je vais vous convier à un petit voyage dans l'espace et dans le temps au moyen d'une drôle de machine, MUSE. Alors ça veut dire Multi-Unit Spectroscopic Explorer. Bon, ça n'a pas tellement d'importance, c'est le nom qui est important. Et en fait, comme dans l'Antiquité grecque, les muses servaient d'intermédiaires entre les artistes et les dieux. En fait, muse va nous servir d'outil, d'intermédiaire entre l'univers et nous-mêmes. Et donc, je vais vous raconter cette histoire. Et pour ce faire, il y aura deux parties dans cet exposé. Une première partie où je vais vous présenter un film qui retrace l'histoire de la construction, depuis l'invention jusqu'à l'exploitation scientifique de ce genre de très grandes opérations, qui j'espère vous fera mieux comprendre comment ça fonctionne et qui fait ça en fait. Et dans la deuxième partie, je vais vous présenter les derniers résultats, parce que MUSE a produit beaucoup de résultats scientifiques importants, et j'ai fait un petit échantillonnage pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut en faire. Donc voilà. Donc on va commencer par le film, on va baisser la lumière. Merci. Ok, donc bon, vous l'avez vu, Edgar Renaud l'avait bien dit, on s'est amusé énormément avec cet instrument. Et on fait de la bonne science là où on s'amuse, parce qu'il y a une part de créativité. Je crois que l'instrument a permis vraiment de réveiller beaucoup de créativité, une autre façon d'interroger l'univers. Et à la fois le consortium et l'ensemble de la communauté a produit des résultats intéressants. Donc ma prédiction, est-ce que ça va produire des résultats? Ben, je pense que oui, enfin on le verra dans le futur. La science a le temps long, mais déjà on peut vous montrer un certain nombre de choses. Alors, j'ai fait une sélection de quelques exemples, je reste que j'aurai le temps de vous montrer. Donc, on s'est interrogé sur l'univers lointain, et notamment, une des questions, c'était en fait l'environnement des galaxies, là en l'occurrence c'était les quasars, avec l'interaction entre le quasar, l'objet et son environnement, parce qu'on sait que ce sont des éléments clés qui contribuent à la formation des galaxies. Donc un quasar, c'est une galaxie qui est extrêmement lointaine, qui a un trou noir supermassif et qui brille intensément. Et donc c'est des objets qui sont intéressants en eux-mêmes, c'est des objets assez rares, mais ces objets aussi, ces espèces de, comme le disait Yupshei dans le film, des objets qui éclairent l'univers de façon très loin, on peut les voir jusqu'aux confins de l'univers. Et ça nous sert aussi pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc une des questions qui se posait, c'était est-ce que les galaxies, est-ce que les quasars sont entourés de halos d'hydrogène comme on le suppose? Et donc les études préalables à MUSE semblaient montrer que ça avait l'air de dépendre des quasars et que seulement 10% étaient entourés d'hydrogène qui était ionisé. Et en fait, avec MUSE, grâce à Sensibilité, nous avons découvert que sur un petit échantillon d'une vingtaine d'objets, ils étaient tous, quels qu'ils soient, entourés d'hydrogène ionisé. Donc ça a été la première étape. La deuxième étape, c'est qu'en fait, non seulement les quasars, qui sont des objets particuliers, qui vivent dans des environnements particuliers également, mais l'ensemble des galaxies qui forment des étoiles, et des galaxies dans l'univers jeune, on a découvert aussi qu'elles étaient entourées également d'immenses halos d'hydrogène ionisé, dont la taille était bien supérieure à la galaxie elle-même. Grosso modo, de 10, 20, voire 50 fois plus grand que la galaxie. Donc ces immenses réservoirs d'hydrogène que l'on connaissait de façon indirecte en regardant par quelques quasars et ce qu'on appelle les raies d'absorption, en fait, MUSE pouvait les révéler parce qu'ils brillaient faiblement par un processus physique de l'émission lumineuse de la galaxie. Et donc, nous avons essayé d'étudier ça sur les champs profonds, plus loin,
Et en fait, quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'il y a tellement de galaxies finalement sur le ciel que si vous pouviez regarder, donc là ça c'est l'image d'un champ profond de Hubble, l'Ultra Deep Field, vous voyez, il y a quelques objets brillants hein, qu'on voit très bien. Alors, voilà, donc ça c'est des objets proches. Hein. Puis la plupart de ces points, ce sont des galaxies. Hein. Il y a des milliers de galaxies comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est assez vide. Maintenant, si vous le regardiez pour pouvoir voir avec l'œil de Muse, vous voyez ça. Vous voyez des nuages d'hydrogène ionisé extrêmement grands, tellement grands en fait que le ciel en est couvert. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit du ciel que vous allez pouvoir voir, vous allez croiser un nuage d'hydrogène comme ça. Donc ça, c'était intéressant. Et en faisant le décompte de ça, on a plus... Ça donne l'indication qu'en fait, la plupart des nuages d'hydrogène dans l'univers lointain, on peut maintenant les détecter avec MUSE. Et ça, c'est une nouvelle particulièrement importante. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce qu'on sait de la formation des galaxies, entre le début de l'univers et maintenant, les galaxies ont considérablement évolué. Et les galaxies interagissent de façon très importante avec leur environnement. Elles forment des étoiles. Et puis, de temps en temps, la formation stellaire s'arrête. Et puis, il y a du gaz qui est éjecté, etc. Donc, cet environnement est très complexe. Et il a évolué au cours du temps. Il est maintenant, il se passe différemment aujourd'hui qu'il se passait au début de l'univers. D'autre part, les galaxies ne sont pas n'importe où. Elles se forment dans ce qu'on appelle la toile d'araignée cosmique. Ce que vous voyez, c'est une simulation. C'est très beau. On fait tourner maintenant ces simulations de formation des galaxies depuis très longtemps. On les a tellement vues qu'on a l'impression que l'univers est comme ça, mais en fait, on les a vues que sur nos ordinateurs. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est des éléments très indirects. Et donc, MUSE, pour la première fois, parce qu'il peut observer les galaxies dans l'environnement, va nous permettre de comprendre et de retracer cette toile d'araignée cosmique et l'environnement des galaxies. C'est très important pour nous, pour avoir des contraintes, pour faire coller nos modèles, nos observations à la théorie. Alors, nous avons fait des observations. C'était un peu l'idée à l'origine du projet MUSE, c'était d'observer l'univers très lointain. C'est ce qu'on voulait faire. Et donc, ce qu'on a fait, on a observé le champ le plus profond de l'univers, l'image la plus profonde que vous pouvez voir, qui est le Hubble Ultra Deep Field. C'est une image qui a été obtenue, enfin une série d'images, différentes couleurs, par le télescope spatial Hubble, qui a pointé une toute petite région du ciel, dans la constellation de Fourneau. Et dans cette région du ciel, en pointant des millions de secondes, débarrassée de l'atmosphère terrestre, dans les années 2000, a produit l'image la plus profonde, la plus emblématique de cette région du ciel où a priori il n'y a rien et qu'on voit en fait couverte de galaxies. Ça a été une révolution pour l'observation de la formation des galaxies et la compréhension de ces phénomènes. On a pu déterminer leur morphologie et plein de choses. Donc ça a été extrêmement important. Mais en fait, il nous manquait une information essentielle. Car les images nous donnent beaucoup d'informations sur les formes. Avec les couleurs, on peut savoir un peu plus. Mais les informations clés qui ne sont que dans les informations de type spectroscopique. Or, cette image de Hubble, qui atteint des magnitudes de l'ordre de 29-30, c'est-à-dire des objets tellement faibles que c'est extrêmement difficile, voire pratiquement impossible, de faire de la spectroscopie sur ces objets. L'état de l'art, malgré tous les efforts qui ont été faits depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée de MUSE, c'était qu'en fait, sur le nombre de galaxies qui sont à peu près recensées dans ce champ, c'est-à-dire à peu près 1600, voilà la quantité d'objets qui ont pu être observés avec des informations spectroscopiques. Alors, on a eu à peu près une centaine, et ces objets, la plupart sont les objets les plus brillants, évidemment. Et donc, l'information qu'on a pu obtenir était parcellaire. Et avec MUSE, nous avons observé ce champ, et donc, vous pouvez voir la quantité d'informations supplémentaires que nous avons eues. Donc, nous avons multiplié par 10 la quantité d'informations spectroscopiques. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est-à-dire qu'on a pu, pour la première fois, aller avoir des informations spectroscopiques sur les objets les plus faibles, les plus petits.
Et non seulement nous avons pu observer une grande partie de ces galaxies, mais nous avons découvert de nouvelles galaxies, c'est-à-dire des galaxies qui étaient trop faibles, qui brillaient trop faiblement pour être détectées par Hubble, ce qui paraissait finalement presque impossible à faire au sol. Nous avons pu le faire parce que les galaxies ont la propriété, ces très jeunes galaxies, de former des étoiles, et finalement elles concentrent leur énergie dans une des raies de l'hydrogène. Et Muse a pu les détecter grâce à ça. Donc ces objets. Alors finalement, au-delà de l'exploit technique, donc là par exemple, vous voyez une image qui est observée, vous voyez effectivement dans Hubble, il n'y a rien. Donc ces objets estimés de magnitude à peu près 32. Pourquoi est-ce que c'est important, au fond? Parce qu'en fait, ce sont des galaxies qu'on appelle naines, ces petites galaxies. Ce sont les galaxies qui sont les plus nombreuses. Et en fait, c'est ces galaxies qui portent le budget de masse de l'univers. Et c'est probablement ces galaxies qui ont contribué lorsqu'elles ont formé des étoiles, à rayoniser l'univers après la période sombre. Donc ce sont des objets absolument essentiels. Donc il était important de pouvoir observer ces galaxies naines qui sont les plus nombreuses et plus importantes pour comprendre quel est leur impact sur l'évolution et la formation des galaxies. Un autre résultat tout à fait intéressant qui a été publié grâce à Muse, c'était de pouvoir vérifier la théorie de la relativité générale en dehors de la Voie lactée. Donc la théorie de la relativité générale a été vérifiée dans le voisinage solaire avec une très grande précision, on sait que ça fonctionne bien, mais à des grandes échelles, on n'avait jamais pu le vérifier très précisément, parce que c'est assez compliqué à faire. Et donc, dans cette étude, les auteurs ont utilisé ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Dans une lentille gravitationnelle, on utilise la déformation de l'espace-temps par un objet massif qui va produire plusieurs images du même objet en arrière-plan. Et quand les objets sont parfaitement alignés, on a ce qu'on appelle un anneau d'Einstein. Et donc, au lieu d'avoir une image, on a un anneau où l'image de l'objet est complètement déformée et brillante et amplifiée, un anneau. Ce qui a été fait par les auteurs, c'était de pouvoir à la fois faire une mesure de la théorie de la masse grâce à la modélisation de l'effet de lentille, qui dépend essentiellement de la relativité générale, et de faire une estimation de la masse indépendante de la galaxie en observant avec Muse les mouvements des étoiles dans cette galaxie. Et la comparaison des deux a permis de montrer que Einstein avait raison et que la théorie de la relativité générale s'applique à ces très grandes distances, ce qu'on appelle à des échelles très grandes. Et en fait, il y avait plusieurs autres théories de la gravitation qui prévoyaient que la gravitation réagit différemment à des échelles différentes. Donc ça, c'est une confirmation, finalement, en dehors, à très grande distance, de la théorie de la gravitation. Deuxième chose, résultat, que j'ai choisi, c'est les galaxies dites méduses. Je trouve ça assez amusant et intéressant, en fait, de ce qu'on peut faire. Une galaxie méduse, c'est une galaxie avec des tentacules. Donc là, c'est une espèce de simulation qui vous semble montrer. Qu'est-ce qui se passe? Quand une galaxie rentre dans un amas de galaxies, dans ces amas de galaxies, il y a du gaz chaud, en général, diffus. Et la galaxie, quand elle arrive dans l'amas, elle arrive à plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Et il y a un phénomène de friction, un peu comme si, en roulant en voiture, vous mettez la tête en dehors de la fenêtre, vous avez les cheveux qui vont partir dans une certaine direction. Et là, donc, la galaxie, par friction dynamique, va perdre son gaz. Et donc, avec Muse, on a pu étudier ce gaz extrêmement diffus qui est arraché à la galaxie. Et donc, c'est intéressant parce qu'en fait, une des problématiques sur l'évolution des galaxies, c'est qu'on voit beaucoup de galaxies qui ont du gaz, qui forment des étoiles, et puis tout d'un coup, toute une génération de galaxies qui sont appelées passives,
dans lequel on ne voit plus de formation d'étoiles. Et on se posait pendant longtemps la question, pourquoi la formation d'étoiles s'arrête? Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est une des possibilités où, dans ce genre de rencontres à grande vitesse, le gaz perdu par la galaxie fait que la galaxie n'a plus de gaz et donc ne va plus pouvoir former d'étoiles. Et elle va changer d'aspect. Un deuxième papier qui a été publié 2 ans plus tard dans Nature, en fait, en étudiant l'ensemble de ces objets, semblait montrer que non seulement les étoiles perdent leur gaz, comme ça, dans cette rencontre entre l'amas et la galaxie, mais le gaz, par un phénomène physique, peut rentrer à l'intérieur, la perturbation peut rentrer à l'intérieur du noyau et donc alimenter le trou noir qui est à l'intérieur des galaxies. Donc, d'où l'expression, les galaxies, les trous noirs supermassifs se nourrissent de méduses cosmiques. Et donc, c'était quelque chose qui était également une des découvertes qui a été permise par Muse. Alors, plus proche de nous, Muse a découvert que la première étoile à neutrons, passive en quelque sorte, à l'extérieur de notre galaxie. Donc les étoiles à neutrons sont les restes, après l'explosion d'une supernova, où le reste de l'étoile se concentre dans un corps tout petit, typiquement un diamètre de quelques kilomètres, à comparer à quelques millions de kilomètres pour le Soleil, hein, donc extrêmement petit, mais de la même masse, donc extrêmement dense. Donc ces objets très intéressants, parce qu'il se passe des choses tout à fait extraordinaires sur ces étoiles à neutrons. On en connaît certaines qu'on appelle les pulsars, parce que quelques-unes de ces étoiles à neutrons ont un champ magnétique intense, et quand elles tournent, donc on peut les détecter assez facilement avec les radiotélescopes. Donc il y a toute une étude qui est faite des pulsars. Mais on imagine qu'en fait, il n'y a qu'une petite fraction des étoiles à neutrons qui sont comme ça, et la plupart sont des étoiles à neutrons juste tranquillement, c'est des restes de supernova, mais elles sont très difficiles parce qu'elles sont très faiblement lumineuses à observer. Et donc, la seule façon de vraiment les observer, c'est avec les rayons X, et c'est des observations qui sont compliquées, qui peuvent être faites que depuis l'espace. Et là, donc, dans le petit nuage de Magellan, en regardant l'évolution du gaz, on a pu découvrir cette étoile à neutrons. Et pourquoi Muse l'a trouvée? En fait, donc, il y a du gaz chaud en rayon X qui avait été identifié. Donc, naturellement, on a cherché une étoile à neutrons au centre. Et en fait, l'étoile à neutrons, elle est là. Donc, il y a du gaz très chaud que vous voyez en rouge ici qui a été détecté par Muse. Et l'étoile à neutrons, c'est ce petit point bleu ici. Elle a été détectée parce qu'en fait, ben voilà, comme Muse a permis d'avoir des informations spectroscopiques partout sans faire de présupposés, et ben simplement, on ne la cherchait pas au bon endroit. Autre exemple, sur les objets denses, toujours, observation faite par hasard, parce que pas cherché pour ça, on a observé avec Muse les amas globulaires. Les amas globulaires, c'est des amas de notre galaxie, qui sont des agglomérations très denses d'étoiles, des objets extrêmement anciens, et ce sont des objets intéressants parce que la densité d'étoiles est telle qu'on imagine que l'évolution des étoiles ou le type d'objet qu'on peut y trouver est différente que dans un environnement normal. Donc on avait entamé toute une série d'observations des amas globulaires, et là, dans un amas globulaire, on a trouvé, simplement en observant les vitesses radiales, donc là c'est une vue d'artiste, un trou noir de masse stellaire, dans un amas globulaire, un trou noir passif, c'est-à-dire pas un trou noir dans lequel il y a du gaz qui tombe et qui se met à briller très fort tout d'un coup. C'est pareil, on pense qu'au-delà des objets qui ont des activités extrêmement intenses qui se passent de temps en temps, beaucoup d'objets sont juste comme ça, tranquilles, il ne se passe pas grand-chose et donc ils sont plus difficiles à détecter. Et Muse a permis de détecter ce trou noir et depuis pas mal d'autres dans les amas globulaires, qui posent des questions d'ailleurs sur l'évolution de ces amas et l'évolution des binaires dans ces amas.
encore plus proche, donc on a pu observer également les nébuleuses planétaires. Donc pareil, les nébuleuses planétaires résultent de la fin de vie d'une étoile où le gaz d'une étoile en général massive et où le gaz est expulsé dans son environnement. Ce sont des objets très jolis, hein, qui ont un caractère esthétique très grand, mais dans ces objets qui sont compliqués également à comprendre physiquement, parce qu'il y a les couches de gaz, l'excitation, etc., sont assez compliquées. Donc c'est très intéressant aussi d'avoir une information spectrale. Donc on a fait une série d'études qui ont été faites par la communauté, et là a été publié un papier dans lequel on a pu étudier les différentes couches et évolutions du gaz dans ces objets. Des chercheurs se sont également intéressés aux iconiques piliers de la création. Donc les piliers de la création, donc ces images de Hubble que je pense que beaucoup d'entre vous ont vues, ce sont des régions de formation d'étoiles, des régions particulièrement intéressantes. Et pour voir comment se forment les étoiles et voir les planètes. Et donc, dans ces régions de formation stellaire, il y a du gaz chaud, de la poussière qui donne ces formes tout à fait extraordinaires. Donc on l'a observé avec MUSE. Donc en grand, c'est l'image de Hubble. En insert, c'est l'image de MUSE, qui est déjà remarquablement au niveau qualité. Mais MUSE, évidemment, ne donne pas une image, il nous donne 4000 images. Et donc, avec ces informations, on a beaucoup plus que ça. Et on a pu reconstituer, en fait, la cartographie en 3D de ces piliers de la création. Et en reconstituant la cartographie en 3D de ces piliers de la création, on peut maintenant modéliser beaucoup mieux ce qui se passe entre les étoiles qui ont été créées et le gaz chaud et la poussière. Et en fait, ces piliers de la création devraient s'appeler ces piliers de la destruction, parce que leur temps de vie est très très court. On a pu montrer que le rayonnement des étoiles va faire qu'ils vont se dissiper extrêmement rapidement. D'ailleurs, c'est une observation dans d'autres régions de formation stellaire. Ici, dans la nébuleuse de la Carène, on a retrouvé le même genre de phénomène, où finalement, on voit que ce sont des structures éphémères qui se forment au moment de l'agglomération de la poussière et du gaz, mais dont la durée de vie est courte à cause du rayonnement extrêmement intense qui règne dans ces régions-là. Donc voilà, c'était juste quelques exemples que je voulais vous montrer. Il y en a bien d'autres. Et en fait, donc, MUSE a été, je crois, un grand succès. Et en fait, pourquoi finalement ça a bien fonctionné? C'est qu'en fait, il a permis, comme les muses d'ancien temps, d'interroger l'univers différemment. Hein. Comme on peut, par exemple, ouvrir dans le domaine électromagnétique d'autres domaines qui ne sont pas observés. L'univers ne nous déçoit jamais. Il y a toujours beaucoup de découvertes, de choses inattendues. Et là, la façon que MUSE permet d'aborder, d'embrasser ces questions, nous permet d'apporter des résultats très spectaculaires et différents, parce que finalement, il nous permet d'aborder la physique des objets, que ce soit les objets proches ou les objets très lointains. Et quelque chose de peut-être le plus fondamental, et qui était peut-être à l'origine de cette idée, c'est que, contrairement à la plupart des informations spectroscopiques qui étaient faites jusqu'à présent, où le schéma classique de l'astronome au sol, c'est je fais des sondages avec un imageur. Je fais de grands sondages, je passe beaucoup de temps et je fais des sondages. Et ensuite, je regarde ces images et je sélectionne les objets qui m'intéressent. Et ces objets qui m'intéressent, j'ai besoin d'avoir des informations supplémentaires et je vais donc les observer avec un spectrographe. Je vais pointer mon spectrographe à l'endroit des objets, ce qu'on appelle la spectro-multi-objet. C'est ce qui est fait jusqu'à présent. Le problème de cela, c'est d'une part, on va
on va biaiser la question. Parce qu'en fait, on aura la réponse à la question qu'on aura adressée, mais pas une autre. On aura fait une présélection. Il y aura, en observant cet objet plutôt que tel autre, on aura un certain nombre d'éléments de réponse, mais peut-être qu'effectivement, on passe à côté de la vraie question. Et donc, en ayant un moyen non biaisé de s'informer sur l'univers, avec un instrument qui, comme MUSE, donne des informations spectrales sur tout le champ, quel que soit, et bien finalement, on a beaucoup gagné, on a appris beaucoup de choses. Et donc, ben voilà, je crois que c'est que juste le début, et je pense qu'il y aura sans doute encore beaucoup de résultats à venir. Merci.